peuvent être très chargés. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. Attention, c'est peut-être qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la préparation, participation à la compétition phare du continent africain. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Sport, supporter numéro 1 du football. OneXBet, tout le monde a une chance. With Orange Cameroon, proud sponsor of the Indomitable Lions. Orange. XXL, faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. Allez, bonsoir, bienvenue à Coupe sur la 2. Nous allons débriefer ensemble les matchs de cette journée qui a rendu sa copie, notamment avec les équipes d'ores et déjà qualifiées pour les quarts de finale. On a assisté, en ce qui concerne le match de Yaoundé, un match tout feu tout flamme entre les Lions indomptables du Cameroun, qui eux aussi ont obtenu leur ticket de qualification pour les quarts de finale. Quart de finale également qui était au programme ce soir, un certain Gambie-Guinée avec la qualification de la Gambie. Madame, monsieur, vous êtes sur Coupe sur la 2, juste une courte respiration. On se retrouve derrière pour la présentation des différents comptes. Africa. Nos consultants, pour nous permettre de décrypter l'actualité des matchs joués ce soir pour le compte des huitièmes de finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Coris Kouyaté est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Alors bonsoir Bobby, bonsoir l'équipe technique, un bonsoir particulier au peuple comorien, aux joueurs comoriens, parce que ces garçons, ils sont tombés ce soir, les armes à la main, comme on a l'habitude de le dire. Voilà, merci à vous, le consultant qui nous a prévenu, il nous avait mis sur nos gardes, nous avait demandé de se méfier de cette équipe comorienne. C'est bien sûr François Ngoumou, entraîneur de football. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir Coris, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Canal. Et effectivement, nous sommes déjà dans la compétition à élimination directe. Il y a beaucoup de stratégies, beaucoup de tactiques, mais aussi on voit des équipes braves, comme l'a souligné Coris, une équipe du Comore, effectivement, qui est sortie, on peut dire, tomber les armes à la main. Même réduit à 10 après 5 minutes. C'est le fond du jeu, c'est la copie rendue qui nous a impressionnés aujourd'hui, et c'est là effectivement confirmé ce que nous disions, qu'il faut faire très attention
à une équipe qui a quand même gagné le Ghana 3-2, qui ne se retrouve pas là par hasard. Et Dieu merci, nous avons gagné, mais que ça a été difficile. Ça a été difficile. Ça a été difficile. On va voir ce qu'il y a lieu de faire pour la suite de cette compétition. On y va tout de suite et maintenant, déjà avec la première rencontre qui a rendu sa copie, avec une qualification, bien sûr, de la Gambie. Je propose de suivre les réactions d'après-match avec nos envoyés spéciaux. Bonsoir Boubangomna. Une petite entorse à la logique qu'a imposé les responsables des Canal de International à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Vous avez compris qu'on a sorti le 3 pièces, peut-être pour célébrer la victoire des Lions indomptables du Cameroun. Mais ici à Kwekong, le sol a tremblé. Le sol a tremblé parce que la Guinée-Conakry a été battue par une vaillante équipe de Gambie. Comme en 2019, le Sili national de Guinée ne verra pas les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Je vous propose de vivre les temps forts de la conférence de presse d'après-match au micro de Canal de International. C'est quelque chose d'exceptionnel. On a commencé 3 ans et demi avec Gambie. J'ai un très 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 bon sentiment. Il y a seulement une fois dans l'histoire que Gambie est la première fois là, et c'est aujourd'hui. Et je suis très fier. Je peux dire que c'est le meilleur jour de ma carrière pour le moment. On a joué peut-être pour la première fois le meilleur jeu. On a beaucoup de possession de ballon pour nous. On a aussi quelques occasions au mi-temps. Au premier mi-temps, frappe de Moussa Barrow et peut-être un penalty, mais on ne sait pas. Mais j'ai jamais le sentiment que la Guinée contrôle ce match. Je pense que dans les 80 premières minutes, c'est un remis avec un petit avantage pour nous. Mais dans les médias, on a dit clairement, on est ici pour trouver notre limite, pour construire une équipe de futur, parce que je veux que la Gambie, pas seulement aujourd'hui et au quart final, mais aussi en 2023, 2025 et pourquoi pas les Coupes du Monde 2026, quand il y a 9 pays africains qui peuvent aller. Je veux développer ces équipes qui est respectée en Afrique, et c'est le meilleur objectif. Voilà, le football, on sait qu'il y a 3 résultats, et aujourd'hui on a eu le plus mauvais, la défaite. Ça fait mal, c'est comme ça, mais voilà, il va falloir maintenant tirer le bilan, aller rendre compte, et puis et passer après à la prochaine étape. Parce qu'après le premier tour, bien sûr qu'on a de l'ambition, on veut absolument aller de plus en plus loin, et en prenant la Gambie, c'est clair que voilà, on voulait vraiment prendre ce tour et puis aller en quart de finale. Donc c'est là où ça fait vraiment mal. On a tout essayé et on s'est fait prendre. Donc comme je le dis, il va falloir analyser, faire le bilan, et on a eu le plus mauvais, la défaite. Ça fait mal, c'est comme ça, mais voilà, il va falloir maintenant tirer le bilan, aller rendre compte, et puis et passer après à la prochaine étape. Parce qu'après le premier tour, bien sûr qu'on a de l'ambition, on veut absolument aller de plus en plus loin, et en prenant la Gambie, c'est clair que voilà, on voulait vraiment prendre ce tour et puis aller en quart de finale. Donc c'est là où ça fait vraiment mal. On a tout essayé et on s'est fait prendre. Donc comme je le dis, il va falloir analyser, faire le bilan et regarder de l'avant. Tom Saint-Fit, le sélectionneur de la Gambie, a affirmé en conférence de presse avoir bien dormi à l'hôtel Avalé de Bana à Bana. Rendez-vous en quart de finale pour une belle équipe de Gambie qui aura montré de très belles choses dans cette rencontre face au Sili national de Guinée. Du stade Omnisport de Kwekong, ici à Bafoussam, je suis Mathieu Fangwa pour Canal 2 International. Allez, merci à Mathieu Fangwa qui est habillé lors des grands événements comme ça. Il s'agissait bien sûr des 8e de finale. Il est aux couleurs des 8e de finale, disputé du côté de Bafoussam avec une qualif à la clé de la Gambie. Vous avez regardé le match. On va dire que le Sili national n'a pas démérité
quelque peu, plus de 2 fois, le Séville aurait pu revenir à la marque et ils ont manqué de beaucoup de chance. Non, en réalité, il faut dire que ce match faisait partie des matchs les plus équilibrés de ces 8e de finale. C'est-à-dire qu'en plus d'un match comme celui du Gabon face au Burkina Faso hier, le match Gambie-Guinée, très honnêtement, c'était un match équilibré. Certes, au regard de l'expérience peut-être des joueurs guinéens ou bien au regard du nombre de participations de la Guinée, on pouvait penser la Guinée supérieure à la Gambie que non. Ce fut un match équilibré, 52% de possession de balles pour la Guinée, 48% pour la Gambie. 13 tirs tirés du côté Gambie avec 3 cadrés, 12 tirs tirés, je crois, du côté de la Guinée avec seulement 2 tirs cadrés. Donc c'est tout à fait logique que la Gambie soit arrive vainqueur de ce match. Mais maintenant, il faut également dire que c'est une équipe guinéenne qui était en quelque sorte diminuée. Parce qu'il faut dire que parmi les 22 acteurs ou bien parmi les 28 joueurs que constitue cette équipe de Guinée, le joueur qui avait un niveau supérieur aux autres, ce n'est nul autre que Naby Keita, le capitaine de cette équipe. Malheureusement, ce joueur était suspendu. Vous voyez, ce joueur était suspendu, ce qui fait que ça, en quelque sorte, rééquilibrait les forces. Et du côté de la Gambie, très honnêtement, on avait quand même des individualités supérieures aux individualités côté guinéen. Maintenant, dans ce match également, pour être complet, c'est qu'on peut questionner en quelque sorte les choix tactiques de l'entraîneur Kaba Diawara. Pourquoi? Parce que en l'absence du meneur de jeu Naby Keita, on aurait pensé à ce que le coach donne les clés du jeu à un joueur comme Morla Sylla. Morla Sylla qui a été élu meilleur joueur du CHAN au Cameroun, malgré que cette équipe soit se fait éliminer au niveau des demi-finales. Donc, un joueur comme celui-là aurait énormément apporté. D'ailleurs, il a prouvé, parce que dès que Morla Sylla est entré, honnêtement, si la Guinée a eu, comme on le disait tantôt, 3 occasions de but, c'est tout simplement parce qu'effectivement, Morla Sylla est entré, il a fait 2 ou 3 passes pratiquement de but. Malheureusement, l'attaque n'a pas concrétisé. Donc voilà en quelque sorte comment s'est déroulé ce match et comment la Guinée s'est fait éliminer. Alors, coach Ngomo, Naby Keita a beaucoup manqué à son équipe. Oui, tout à fait. Cela était affamé, ils avaient mal dormi. C'était une stratégie? C'est une maladresse. D'après les informations prises, il faut savoir que la CAF donne 28 chambres single pour les joueurs. Il est allé jusqu'à dire qu'ils étaient 6 par chambre. Je dis bien que la CAF, si c'est avéré, c'est que la CAF est fautive. Le COCAN est fautif. Mais il faut donc vérifier. Donc, il semblerait, donc, je répète, qu'on donne 28 chambres pour chaque joueur qui... parce qu'en période Covid, on évite que les joueurs restent 2 par chambre comme c'était le cas. Et après, maintenant, on vous donne des chambres pour les membres de la délégation. Il semblerait que les responsables gambiens soient venus avec un effectif supplémentaire. Donc, ils sont venus en surnombre, les administratifs. Et c'est en interne, lorsque les responsables de l'hôtel auraient donné les clés, le nombre qu'il fallait, qu'eux, ils ont voulu s'engouffrer pour gérer ça au petit bonheur de la chance, un peu comme dans les championnats de vacances ou championnats de 2e ou 3e division il y a encore quelques années. Donc je pense que le directeur de cet hôtel lui dit qu'il a donné 28 chambres pour les joueurs, plus le nombre requis, je crois que c'est 17 ou 18 twins, mais ils sont venus à un nombre exagéré. Et d'après les informations recueillies auprès d'une radio... Incident qui émane de la déclaration de l'entraîneur de la Gambie. Il est arrivé et ils ont été bien accueillis à l'aéroport de Kwekong. Ils ont été installés à l'hôtel La Vallée des Bana. Et avant que, il y avait d'autres équipes, Burkina Faso, il y a le Cap-Vert qui est encore là, et les autres, personne ne s'est plaint. Nous travaillons avec un représentant de la CAF qui est là depuis 3 mois. Les hôtels l'hôtel appartient à un privé. Les conditions, les caractéristiques des chambres ont été
instruire par la CAF. Après, dès l'arrivée d'une équipe, on remet les clés à la CAF, au responsable local de la CAF, et c'est lui qui remet les clés à l'équipe. Et ils sont là, ils sont bien. Je crois que je me dis, peut-être comme l'interview, cette conférence de presse s'est passée à Tajidor, et le monsieur est parti là-bas, il a vu la Guinée, le Sénégal qui était bien installé dans un environnement qui n'est pas le même, comme du côté de la vallée de Bana. Et au lieu de se concentrer sur le match qu'il attend, il a plutôt dit des choses qui ne calent pas avec la réalité sur le terrain. Car du côté de la vallée de Bana, ils ont 29 chambres à leur disposition. Et ils sont arrivés avec une délégation de 40 personnes. Bon, donc ce n'est pas, même si vous faites n'importe quel calcul, ce n'est pas possible que 6 personnes peuvent habiter une chambre. Ce n'est pas possible. Faisons les calculs. 29 chambres. Et c'est la CAF, c'est l'exigence de la CAF qui demande à ce que 2 joueurs puissent loger dans une chambre. Mais ce n'est même pas le cas. Avec 29 chambres, il y aura certainement certains joueurs qui seront seuls dans leur chambre et les encadreurs et autres. Donc ce n'est pas la réalité sur le terrain. Et pour le confirmer, tout juste après sa déclaration, je vais dépêcher le préfet qui est proche de Onkam. Il est parti là-bas. Il a eu un entretien avec le président de la fédération qui, tout juste après, a fait une déclaration et il a présenté ses excuses au comité de l'organisation locale ainsi qu'aux responsables de la CAF. Donc, c'est la situation. Il continue à travailler dans la sérénité. Et je crois que, à ce qui nous concerne, nous sommes en train de classer ces dossiers pour nous occuper d'autres choses, à ce qui continue à travailler pour l'encadrement de cette délégation, pour l'accompagnement et pour s'assurer que leurs conditions d'hébergement est au top et pour les mettre dans un cadre idéal pour les permettre à faire leur match dans de très bonnes conditions. Donc, nous sommes sereins là où les différents... Voilà, nous avons eu là les précisions par rapport à cette affaire du président du comité local, le gouverneur de la région de l'Ouest, qui a été très précis, très clair par rapport à cet incident de police. Non, moi je pense que l'entraîneur gambien a voulu mettre un coup de pression sur le comité d'organisation, sur la CAF et autres, mais à travers les explications du gouverneur Awa Fonkam Augustine, qui est président du site de Bafoussam, je crois que nous avons les éclairages nécessaires, nous avons le fond du problème et nous avons des solutions qui ont été apportées, d'ailleurs qui n'avaient même pas de problème au regard de ces explications. Donc moi, pour ma part, l'entraîneur a voulu mettre un coup de pression sur le comité, peut-être jouer sur le plan psychologique sur son adversaire du jour, faisant croire effectivement que voilà, l'équipe n'est pas dans de bonnes conditions et voilà, endormir en quelque sorte son adversaire. Et, en voulant le faire, également le propre sur on a envie de dire que cette stratégie a payé pour la simple raison que c'est cette équipe gambienne qui est sortie vainqueur de la rencontre face à la Guinée. Alors on termine avec le package de la région de l'Ouest Cameroun avec notre envoyé spécial qui veille au grain de ce côté-là, du côté de la région de l'Ouest Cameroun.
Mathieu Fangwa, j'allais dire l'infatigable Mathieu Fangwa dans ses tenues de grand jour ce soir du côté de Bafoussam. Alors Mathieu, en un mot comme en mille pour vous permettre d'aller vous reposer également parce que vous abattez un travail de sape depuis le début de cette compétition. Que doit-on retenir déjà pour les qualifier et surtout également par rapport à demain, pour la journée de demain? Bonsoir Boubangomna, bonsoir ceux qui nous regardent à la maison. Bienvenue dans la région de l'Ouest, une région qui a connu un séisme cet après-midi lors de la rencontre entre la formation de la Gambie face à la Guinée. La Guinée qui était déjà ici à l'Ouest depuis plusieurs jours et qui s'était acclimatée en face d'une équipe de Gambie qui venait d'arriver et qui découvrait justement la région de l'Ouest. Ce qu'on retient, c'est que le sol a tremblé cet après-midi du côté du stade Omnisport de Kwekong et naturellement, c'est au terme des 90 minutes, la formation de la Gambie, longtemps décriée, qui s'est qualifiée pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Rappelez-vous des déclarations de Tom Semfit, le sélectionneur de la Gambie, qui a fait couler beaucoup d'encre. Certains passionnés de foot ont affirmé que ces déclarations ont créé un séisme dans la compétition, la Coupe d'Afrique des Nations de football. En conférence de presse d'après-match, après la qualification de la Gambie face à la Guinée, il a préféré calmer le jeu en affirmant pas de revenir sur les déclarations hier au Taguidor après l'après-match. Pour lui, l'important est de rester sur la qualification de la sélection de Gambie face à une belle équipe de Guinée. Le plus important, c'est de rappeler, pour ceux qui n'ont pas regardé le match, que la Gambie a été héroïque. La Gambie a montré de très belles choses. Et au terme des 90 minutes, c'est l'équipe qui aura montré de très belles choses qui s'est qualifiée pour les quarts de finale. Bouba, si tu me permets, je suis en compagnie de Esmond Essombe, qui est acteur du football, qui est analyste sportif. Esmond, quand on revient sur le match de Gambie, Guinée-Conakry, on se rend compte que la Guinée a existé, mais en face, il y a la Gambie qui a montré un peu plus de volonté et de passion dans cette rencontre. Mais Mathieu, écoutez, je ne vais jamais le dire suffisamment. Ne gagne pas la Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe a montré qu'elle a envie. Elle a envie, pas en développant un très beau football, mais elle reste sur sa ligne directrice. On attend. On défend ensemble, on attaque ensemble. On attaque ensemble, on défend ensemble. Déjà, l'équipe nationale du Cameroun doit être prête à affronter ce style de jeu qui voudrait qu'on ait. Voilà quelques petits soucis satellitaires avec notre envoyé spécial du côté de Bafoussam Mathieu Fangwa. Le temps que les techniciens, le grand Aïdio et bien sûr Kamto travaillent d'arrache-pied pour rétablir la situation. On revient sur ce plateau pour... Il faut dire que l'exclusion du joueur comorien est arrivée quand même à la 7e minute de jeu. Quand vous y ajoutez les 4 minutes d'arrêt de jeu de la première mi-temps, plus 3 minutes d'arrêt de jeu de la deuxième mi-temps, ça veut dire que les Comores ont joué 90 minutes à 10 contre 11 dans ces beaux jours. Très honnêtement, on serait parti de ce stade avec une défaite, avec une égalisation, peut-être avec une séance de tirs au but, que ça n'aurait pas été une surprise. Alors coach, vous, le regard du technicien, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que Aboubacar Vincent, en zone mixte, déclare effectivement que les équipes que nous avons pu rencontrer jusqu'ici, et même si on parvient à passer cette équipe gambienne, mais derrière ça va être soit le Maroc, ça va être peut-être le Sénégal, donc ça va être une équipe
soit qui est à notre niveau, soit d'un niveau supérieur à celui du Cameroun. Donc forcément, il va falloir qu'on crée le jeu, forcément, il va falloir qu'on joue autrement, qu'on produise autrement le jeu par rapport à ce qu'on est en train de produire en ce moment. Alors, les quarts de finale, on va monter un peu plus en puissance pour les quarts de finale. Quels sont les compartiments ou alors qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour qu'on ne retombe plus dans les mêmes travers? Monsieur Bouba, il y a le problème d'équilibre à résoudre au sein des lions de table. Équilibre veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque l'adversaire a le ballon, nous devons les mettre en difficulté. Un exemple simple. L'équipe du Comore est à 10. Il manipule bien le ballon. Quel est le plan de jeu de l'entraîneur et consigne que l'entraîneur a donné pour empêcher ces gens-là de faire la circulation de balle? On appelle ça le pressing. Je ne donne pas de leçon. Mais quand vous laissez une équipe manipuler le ballon, sortir le ballon, ça veut dire qu'il n'y a pas de consigne pour le start du pressing. C'est le pressing, logiquement, est le moyen le plus sûr pour empêcher la progression de l'équipe. Donc, à un moment donné, le coach doit comprendre qu'on veut gagner cette compétition, on veut gagner cette compétition à domicile. Donc, on ne peut pas donner des titres fonciers aux joueurs. Est-ce qu'on peut imaginer si un joueur ne donne pas... On peut imaginer que dans cette équipe, il y a des sénateurs qui sont craints par l'entraîneur. Le sénateur, bon, c'est peut-être un mot excessif. Les sénateurs, c'est-à-dire des gens qui se comportent comme des titres fonciers, ils font ce qu'ils veulent, ils perdent le ballon, ils ne vont pas au pressing, ils ne vont pas au taquet, et puis après, le match suivant, ils sont alliés. Je crois que l'entraîneur, quand même, aujourd'hui, en enlevant Zaborgui, ce qui n'était pas sorti depuis les autres matchs, a démontré quand même que il pouvait l'enlever, il pouvait avoir le courage de l'enlever. Et surtout s'il y a des solutions au banc de touche. Donc je pense que Léa, qui effectivement a un profil, il faudrait peut-être lui faire confiance. Est-ce que la sortie de Zaborgui, ça n'est pas dû au fait du carton jaune qu'il aurait aussi? De toute façon, il a carton jaune. On peut quand même, on peut pas dire que forcément, parce qu'il a mal joué aussi. Non, moi je voulais juste pour chuter. Mais d'office, il est absent pour lors du prochain match. D'après les informations, je crois que lui et Onla seront absents du fait de leur carton jaune déjà pour le prochain tour. Donc peut-être c'était l'occasion pour l'entraîneur d'éjecter des joueurs pour les mettre déjà dans le bain et les préparer. Donc je pense que les joueurs qui ont été sélectionnés, on a Rana qui joue à Bordeaux, on a Léa Siliki, ce sont des joueurs qui... Je donne toujours l'exemple suivant. Le Cameroun fait 3 matchs exceptionnels au premier tour en Coupe du Monde 1990. Au 8e de finale, on bat la Colombie de Guita. Mais plus le carton jaune, qu'est-ce qui se passe? On a moins 5 ou 6 joueurs qui sont écartés et on joue les quarts de finale face à l'Angleterre. C'est l'un des meilleurs matchs des Lions notables en Coupe du Monde avec les joueurs au banc de touche. Donc je pense que ces joueurs-là, s'ils sont patriotes, qui sont au banc, on leur fait confiance et cela se prépare. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les injecter le jour du match sans les avoir préparés pendant les séances d'entraînement. Coris, sur cette question. Non, moi je disais qu'il faut aussi comprendre que généralement mettre un joueur au banc, ce n'est pas forcément une punition. Parfois c'est une piqûre. Lorsque vous confiez une tâche à un joueur et qu'il ne parvient pas à remplir cette tâche, vous le mettez au banc et au prochain match, vous faites appel à lui. Quand il revient avec d'autres idées, il comprend qu'il n'a pas donné le rendement qu'on attendait de lui et qu'on attend plus de lui. Et forcément, parfois, ça peut transformer un joueur et il devient tout un autre joueur pendant toute la compétition. Donc moi, Bobby, je pense qu'il y a, très honnêtement, il y a des ajustements à faire dans cette équipe. Il faut sur le plan technico-tactique apporter un plus pour que cette équipe puisse nous remporter le 6e sacre qu'on attend. On revient après la publicité, un clin d'œil à nos partenaires. On reviendra aussi évoquer un peu la fâcheuse information survenue lors de ce match du côté du stade de l'NB où on parle de quelques morts. Nous n'avons pas encore l'information confirmée par rapport à cet incident survenu à l'entrée du stade, des bousculades. On note surtout avec beaucoup de regrets la façon avec laquelle la circulation, l'organisation autour de ce match, la circulation était complètement, tout était bouché dans la ville de Yaoundé. On a eu comme l'impression que nos forces de maintien de l'ordre étaient débordées et à la limite surpris par cette rencontre. Une pause publicitaire, on se retrouve pour la suite.
moment que j'affectionne particulièrement quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. Attention, c'est Piquet qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la préparation, anticipation à la compétition phare du continent africain. Attention à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Sport, supporter numéro 1 du football. Sponsor of the Indomitable Alliance. Orange. Faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. OneXBet, tout le monde a une chance. Allez, on reçoit sur notre plateau maintenant notre partenaire OneXBet avec son communicateur Gonon Valentino. Bonsoir, bienvenue Gonon. Bonsoir Boubangomna. Merci de nous rendre visite ce soir sur le plateau de Canal 2. Avec vous, on peut avoir une idée du bilan de OneXBet à l'issue du premier tour qui s'est achevé. Bon, tout d'abord, je vous remercie infiniment d'être là sur le plateau et c'est un immense plaisir encore d'être là devant les téléspectateurs de Canal 2 International. Il faut dire que le bilan de OneXBet, il est super positif sur deux volets. Le volet purement marketing pour l'entreprise OneXBet. Comme vous pouvez le constater, nous avons eu l'afflux des supporters des différentes nations qui ont été présentes sur le territoire national et ça a permis à OneXBet d'accroître son portefeuille de clients avec nos différents commerciaux qui ont été sur le déploiement effectif sur l'ensemble du territoire national. Maintenant, il faut prendre le volet festif tant pour nos fidèles parieurs que le public camerounais ou encore étranger parce que sur nos différentes fat zones, OneXBet a participé à la joie du public camerounais avec certains artistes. Donc voilà, je peux dire que le bilan il est positif sur ces deux volets. Alors quelle est la contribution de OneXBet pour le second tour de cette CAN qui a déjà débuté? Voilà, il faut noter que le second tour a débuté hier. Voilà, et OneXBet, pour sa contribution à ce second tour, nous avons les jeux Tombola qui donnent droit aux nouveaux parieurs qui vont créer leur compte ou qui devraient créer leur compte OneXBet afin de gagner les réfrigérateurs, les motos, pour ne citer que cela. Et aussi, nous avons les billets qui permettent aux fidèles parieurs, au public camerounais de se rendre sur le stade pour pouvoir aller voir soit les Lions d'Ontario jouer ou soit encore une autre équipe affronter
une autre équipe sur n'importe quel stade où la compétition se joue, dont notamment Yaoundé, Bafoussam, Limbé et Garoua. Donc voilà. Alors, vous avez parlé de vos fidèles parieurs. Ouais. Est-ce que vous avez un message particulier, spécial à leur endroit? Ouais, ce que je vais dire au nom de OneXBet, le bookmaker fiable, le leader des paris sportifs en Afrique et au Cameroun, le paiement rapide, le meilleur des côtes. Nous leur disons d'abord un infiniment merci parce que, vous savez, depuis quelques mois, nous avons reçu pas mal de bousculades au niveau des réseaux sociaux avec certaines informations qui ont eu plus ou moins entaché notre entreprise. Mais grâce à eux, grâce à leur soutien, nous avons eu leur fidélité et leur loyauté au paris sportif leader en Afrique au Cameroun qui est OneXBet. Merci d'être passé. On prend rendez-vous demain pour une autre édition. Merci infiniment et bonne soirée aussi à vous. Bonne soirée au coach, bonne soirée à Boubangomna, à Clovis aussi. Gouverner, c'est prévoir. Il faut savoir que les Lions notables cristallisent tant d'attention que le fait que nous jouons cette compétition chez nous pousse les supporters à aller au stade de manière massive. Je peux vous dire que nous-mêmes, nous avons eu de sérieux problèmes pour arriver au stade de Lembe aujourd'hui pour aller voir le match. Et il y a eu des problèmes de circulation. Je pense que la première chose à corriger, c'est d'ouvrir les portes plus tôt. Parce que 60 000 spectateurs, c'est pas 30 000, 40 000 comme on a pu le voir à Yaoundé. Et depuis, les résultats probants, quoi qu'on dise, les gens ne font que passer. Donc, cette passion, ce désir d'aller au stade va encore aller crescendo. Donc, il faut qu'il y ait une réunion entre tous les acteurs du comité d'organisation, la sécurité, délégué à la sécurité nationale, pour essayer de comprendre pourquoi il y a eu ce problème. Mais les informations que nous pouvons avoir, ou du fait que nous allons souvent au stade, on a comme l'impression qu'il y a deux entrées. L'entrée de la loge présidentielle qui, elle, ne suscite aucun souci, président VIP, VVIP et tribune d'honneur. Là, il n'y a pas de souci par là, mais la deuxième porte qui est ouverte, au deuxième accès, c'est tout le reste du stade. C'est-à-dire les détenteurs d'un ticket 3 000, 5 000 et 10 000. C'est par là qu'ils passent. Et je pense que ce goût-là, la majeure 80% des spectateurs vont tous entrer vers un même endroit. Après, c'est quand ils sont à l'intérieur qu'ils font le tour du stade qui est une coupole de manière circulaire pour aller trouver leur emplacement. Donc je pense qu'il faudrait trouver peut-être une solution pour éviter ce genre de situation dans l'avenir. Un mot sur cet incident malheureux, Coris? Malheureusement, un incident malheureux qui vient entacher cette belle fête qui a bien commencé et qui se poursuivait sans problème. Tout ce que je peux dire, c'est que à partir de là, il va bien falloir qu'on prenne des dispositions pour que lors des prochains matchs, qu'un incident pareil ne puisse plus se reproduire. Parce qu'il faut dire qu'effectivement, plus les Lions gagnent. Vous savez, c'est nous les observateurs, les analystes qui observons, qui critiquons la façon de jouer. Le fanatique, le fan, lui, c'est le résultat. Donc, plus les Lions gagnent, plus ça crée de l'engouement, plus tout le monde veut aller au stade. Et vous savez que on a commencé par exiger les tests, vaccins et autres. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, tout le monde peut aller au stade. Il suffit d'avoir certainement un billet d'accès au stade. Ce qui fait que forcément, il y a plus de gens qu'on attendait. Parce qu'au départ, on se disait qu'on devait occuper le stade à 80% pour les matchs du Cameroun et à 60% pour les matchs des autres adversaires. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, au lieu de 40 000 personnes, on en reçoit 55 000. Et si les forces de l'ordre étaient préparées à recevoir 35 ou 40 000 et qu'ils en reçoivent 55 ou 60 000, vous comprenez que tout de suite, forcément, il faut se réadapter. Donc moi, je pense qu'il va falloir qu'on travaille là-dessus parce qu'on a un match de quart de finale qui arrive. Le Cameroun va jouer la Gambie, je crois, sur les mêmes installations. Donc forcément, il va falloir prendre des dispositions autres. On parlait de l'entrée au stade, il y a aussi un sérieux problème au niveau de la circulation parce que très honnêtement, ces jours de match à 4 heures de temps et même 1 heure voire 2 heures de temps après les matchs, sortir de l'MB, c'est un problème. Ça ne sert à rien d'y aller parfois avec sa voiture. Il vaut mieux garer la voiture peut-être à 3 km, y aller à pied ou en moto pour pouvoir remonter
facilement à pied rattraper la voiture. Donc voilà des problèmes qu'il faut régler pour la suite de la compétition. En tout cas, le DGSN, délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barga-Guélé, est donc interpellé. On a vu ces éléments qui étaient débordés aujourd'hui. Même le secrétaire d'État à la Défense le cède, lui également, avec les gendarmes aussi, qui étaient un peu débordés dans ce qui s'est passé du côté du stade de Lembe. On compte surtout sur leur savoir-faire, leur professionnalisme pour pouvoir rapidement corriger cela pour que la fête continue à être belle. On termine avec les matchs programmés pour demain, notamment avec cette affiche très attendue du côté de Bafoussam, le Sénégal qui va également rentrer en compétition. On va prendre la conférence de presse d'avant-match et on revient. Sénégal-Cap-Vert, c'est d'abord un match entre frères et amis, a affirmé le sélectionneur national du Cap-Vert. Côté sénégalais, Khalidou Koulibaly et Aliou Cissé ont affirmé avoir beaucoup de pression venant du Sénégal. Mais le plus important, c'est de poursuivre son chemin. Je vous propose d'écouter les temps forts de cette conférence de presse au micro de Canal 2 International. Senegal is a very difficult opponent. They have great players, but we prepare our game with the tactical that coach decide. We know we have our quality also, and we will face this game like one final, because now it's the team who lose. We will stay out of the competition, and we will do everything to pass to the next round. Le travail, encore le travail, parce que c'est pour retrouver la confiance pour travailler. On n'a pas eu la possibilité de pouvoir le faire, si vous voulez, avec l'ensemble de notre équipe. Depuis quelques jours, tout le monde est présent, mais comme on l'a dit, quand vous êtes absent des terrains, on a eu ces mêmes professionnels, il y a un état de santé sur le public, comme on aurait trouvé sa forme d'entendre. Mais j'ai envie de dire que cette confiance-là, c'est vraiment parce qu'il y a une grosse solidarité, parce qu'il y a une ambition aujourd'hui sur les équipes nationales. Depuis pratiquement 6 ans, nous cheminons ensemble. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons un début assez difficile, c'est vrai, mais je crois qu'on a déjà montré dans le passé qu'on était capable de jouer à un niveau assez intéressant. Donc nous l'espérons, nous allons travailler comme il est, c'est rediriger les gars, ce travail-là et l'expérience que nous avons dans pouvoir bien remporter ce match-là, ne pas perdre de temps aussi, ne pas consommer ces précipitations. Je pense que c'est un match qui va durer, et plus ça dure, pour nous, mieux c'est. Mais à nous de trouver des solutions et pour le bout de cette rencontre. Entre analyse et tactique, les jeux sont faits. Place désormais à la réalité du rectangle vert entre le Sénégal et le Cap-Vert. Depuis le complexe Teguidor à Bangou, je suis Mathieu Fangwa pour Canal 2 International. Allez, Mathieu Fangwa, à côté de cette belle voiture de golfeur, il est l'homme du terrain. Il montre vraiment à suffisance qu'il peut faire beaucoup de choses quand on lui fait confiance. On en vient maintenant aux affiches de demain. Ce match Sénégal, surtout, qui rentre dans la compétition avec un Cap-Vert qu'il ne faut pas surtout négliger. Non, double enjeu dans cette rencontre. Il faut dire que des voix se sont élevées depuis pour dire que si Aliou Cissé ne ramène pas le trophée à la maison, il dépose tout simplement sa démission. Donc vous comprenez que demain, il y aura une double pression sur cette équipe sénégalaise qui fait partie des équipes favorites de cette compétition, avec l'élimination du Nigeria, de l'Algérie,
Très honnêtement, au jour d'aujourd'hui, cette équipe fait office de l'équipe favorite numéro 1 de cette compétition. Il faut également dire que nous sommes dans une compétition où on attend encore un match référence du Sénégal. Parce que le Sénégal, à ce jour, c'est 3 matchs, un seul but marqué. C'est une victoire à l'arraché, 92e minute face au Zimbabwe, suivi de 2 matchs nuls face à la Guinée et face au Malawi. Donc on attend en réalité un match référent du Sénégal. C'est une équipe également qui a commencé la compétition diminuée avec des joueurs cadres comme le capitaine Khalilou Fadiga, testé positif à la Covid, le gardien titulaire Mendy. Mais depuis la 3e rencontre, cette équipe a retrouvé son effectif. Son effectif est au complet. Donc en réalité, cette équipe n'aura plus d'excuses demain face au Cap-Vert. Mais maintenant, il faut dire qu'en face, nous avons une équipe des requins bleus qui est une équipe joueuse, qui est une équipe qui produit du jeu. On a eu l'occasion de voir cette équipe jouer face au Cameroun par le passé et même il y a quelques jours seulement. Donc c'est une équipe qui arrive là, qui n'aura rien à perdre, qui a atteint cette étape des 8e de finale. Elle avait déjà atteint l'étape des quarts de finale en 2013. Donc on n'aura rien à perdre, contrairement à une équipe sénégalaise qui aura une double pression. Et on espère que cette pression du côté sénégalais ne doit pas prendre le dessus sur le jeu. Il ne faudrait pas que l'enjeu côté sénégalais prenne le dessus parce que très attendu, très soutenu, donner un match de référence et passer à l'étape suivante. On attend toujours le Grand Sénégal depuis le début de cette compétition avec son leader Sadio Mané qui n'a pas encore fait parler de lui véritablement. Un Sénégal qui fait des jaloux parce qu'ils sont tellement bien installés du côté de l'Ouest dans leur formidable hôtel. Ils se déplacent en petite voiturette. Cela fait des envies du côté de la Gambie pour revenir encore par rapport à cette problématique liée au Côte Gambie qui est parti faire un tour là-bas. Il a dit, mais est-ce que nous sommes dans 2 mondes? Donc le Cameroun, le Kokan, traite bien les grandes nations et traite moins bien les plus petites. Pour revenir effectivement au niveau du Sénégal, j'espère que ce confort ne les endort pas et qu'ils vont se réveiller parce que au même titre que l'Algérie et la Côte d'Ivoire, en termes de constellation de stars et de vedettes, je crois que c'est les 3 nations qui ont le plus de joueurs au niveau mondial. La Côte d'Ivoire s'est réveillée l'autre jour en faisant un match accompli où les individualités ont su jouer à leur véritable niveau pour dominer le sujet face à une autre constellation de vedettes. Donc aujourd'hui, le Sénégal n'a qu'une seule chose à faire, tenir un discours de révolte vis-à-vis de ces éléments phares pour qu'effectivement il fasse ce fameux match de référence. Et si ce Sénégal réussit à passer cette étape et qu'il reste toujours confiant dans leur potentiel, ce sera véritablement une équipe à suivre de très près. Donc nous ne pouvons que souhaiter, ce n'est pas péjoratif vis-à-vis des petites équipes, mais quand les gens vont dans le stade, c'est pour justement aller voir les vedettes. Ces vedettes que l'Occident a voulu nous bloquer. Donc nous ne pouvons qu'espérer que les équipes qui ont encore des méga stars, parce que nos joueurs africains sont des méga stars, que ces méga stars s'expriment au meilleur niveau et qu'elles aillent le plus loin pour que lors de la finale, nous ayons une finale avec des joueurs de haut vol pour que les spectateurs et les téléspectateurs africains se disent et rendent grâce et louent leur vedette. Alors, demain également, la Côte d'Ivoire, du côté de Japoma, va rentrer en lice face à l'Égypte aussi. Match à suivre qui est aussi très attendu. Match à suivre, mais il faut également dire que pour toucher un autre mot à l'équipe sénégalaise, c'est que c'est l'effectif le plus cher de cette compétition. Une valeur marchande de pratiquement 374 millions d'euros. Donc vous comprenez que c'est une constellation honnêtement de stars qui jouent dans les grands championnats, Angleterre, France et même Allemagne. Il faut dire également qu'on aura un autre 8e de finale, on n'a pas envie de dire déséquilibré, parce qu'avec ce qui s'est passé entre la Tunisie et le Nigeria, très honnêtement, toutes les équipes doivent être prise au sérieux à cette étape de la compétition. On aura un match qui va opposer le Malawi au Maroc. Maroc-Malawi également, le programme demain. Voilà, il faut dire que le Maroc nous a montré de très belles choses en phase de poule. C'est l'une des rares équipes à avoir aligné
2 victoires. Donc avant d'aborder son dernier match face au Gabon, était déjà qualifié, mais n'a rien lâché parce qu'il fallait quand même garder cette première place qui vous permet de jouer sur votre stade où vous avez commencé la compétition. C'est ce qui va se passer. Donc ce sera un match où, a priori, au regard de ce que le Maroc nous a montré, le Maroc pas favori. Mais il faut dire qu'en face, on a une équipe des Flammes du Malawi qui joue clairement sa chance, qui joue crânement d'ailleurs sa chance. On a vu cette équipe face au Sénégal. Cette équipe aurait pu arracher une victoire face au Sénégal à la dernière journée. Cette équipe a fait une très belle prestation face au Zimbabwe, mené 1-0, a réussi à remonter le score et arracher la victoire. Et effectivement arracher également sa qualification pour le second tour. Donc vous comprenez que, vous savez, en Afrique au jour d'aujourd'hui, il y a de plus en plus ce qu'on peut appeler le nivellement de valeur et de niveau. Donc lorsque vous avez un match comme celui-là, comme je le disais tantôt, a priori le Maroc est favori, mais attention, il faut éviter de jouer la suffisance, il faut éviter de penser qu'on est supérieur à l'adversaire parce que ça a joué de très mauvais tours à certaines grandes nations dans cette compétition. On peut citer le cas du Ghana, on peut citer effectivement le cas de l'Algérie, on peut citer le cas du Nigeria hier parce qu'on n'a pas compris comment une équipe comme celle-là qui a déroulé pendant la phase de poule, une fois arrivé à l'étape des 8e de finale, n'a pu produire son jeu, s'est fait complètement bloquer par une équipe tunisienne et est sortie là à l'entame de la phase à élimination directe. Donc c'est un très bon match qui va opposer le Mali, le Malawi au Maroc demain. Comme le coach était en train de le dire, pour la beauté de la compétition, pour la beauté de la suite de la compétition, tout le monde s'attend, tout le monde souhaiterait revoir Sadio Mané, revoir Baldé Keita, revoir Khalilou Fadiga au prochain tour. Tout le monde souhaite effectivement retrouver encore Hakimi, El Nesseri, El Kaabi, le gardien Bono de FC Séville au prochain tour. Donc voilà en quelque sorte les orientations ou bien les pensées ou les orientations des téléspectateurs et fans de foot. Alors coach, on termine avec vous. Malawi, Maroc au stade Fandena demain. Il va falloir faire très attention au Malawi. C'est une équipe assez robuste athlétiquement qui ose se projeter vers l'avant et tactiquement n'est pas si mauvaise que ça, c'est-à-dire qu'elle sait s'adapter à l'adversaire. Ils sont conscients de leurs faiblesses en termes d'individualité et ils jouent en bloc. Donc lorsque vous avez une équipe qui est en bloc, il est difficile de la bouger. Mais je pense quand même que le Maroc a montré une variété dans le jeu. Le Maroc est capable de conserver le ballon dans sa moitié terrain, varier le jeu en allant d'un côté vers un autre, attirer l'adversaire et l'aspirer. Et ils ne sont pas maladroits sur les phases arrêtées. Donc ce Maroc-là devrait, ou peut, à mon sens, passer l'étape du Malawi, parce que c'est une équipe complète où on n'a pas de méga stars en dehors d'Hakimi. C'est Ayoub Kelkibi qui a été meilleur buteur du Chan. Et là, mais je pense que c'est plus un collectif bien huilé, prototype caractéristique des équipes du Maghreb, dont l'illustration a été faite hier avec l'équipe de Tunisie qui gardait le ballon, le cachait et ça avait temporisé. Quand une équipe est capable de le faire, ça veut dire qu'elle gère les temps forts et lorsqu'elle se rend compte qu'il y a des failles qui se présentent, accélère. Donc on varie, temps fort, temps faible, on met le pied sur le ballon et on met de la vitesse. Donc ça c'est le haut niveau et ces équipes du Maghreb là sont en train de montrer qu'elles sont capables de le faire. Donc pour moi, avantage léger au Maroc, mais une surprise d'un but à 0 n'est pas aussi également à exclure d'un but qui entre, qui est marqué par l'équipe du Malawi et l'équipe du Maroc qui arrive à revenir et puis finalement on peut terminer avec un score étriqué. Alors on termine également avec cette affiche alléchante également entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire, également très attendu. On peut s'attendre au réveil de Mohamed Salah qui
est toujours attendu encore jusqu'ici? Non, c'est l'un des plus gros chocs de ces huitièmes de finale. Il faut dire que malheureusement, la position de ces deux équipes les envoie à disputer ce match à ce niveau de la compétition, parce que ce match aurait été un match de demi-finale, la finale de cette compétition, que ça n'aurait surpris personne. Mais malheureusement, la position de ces deux équipes dans leurs différents pôles les oblige tout simplement à se retrouver là à ce niveau. Il faut dire que c'est l'un des plus gros chocs de cette compétition. Vous avez en face une équipe ivoirienne qui a commencé difficilement, mais qui a très bien terminé la phase de poule, parce qu'il faut dire que c'est une victoire à l'arraché face à la Guinée. C'est un match nul concédé face à l'équipe sierra-léonaise, et c'est une très belle victoire face à l'Algérie. On se dit, est-ce que c'était un moteur diesel et que la Côte d'Ivoire va continuer sur cette lancée? Just wait and see. Mais maintenant, de l'autre côté, il faut également dire que c'est une équipe égyptienne qui a commencé par une défaite. Ensuite, on a enchaîné 2 victoires. Donc, vous comprenez que ces 2 équipes qui arrivent là avec des victoires, c'est 2 très belles équipes. Certes, d'un côté, on a vu le collectif ivoirien se mouvoir, notamment face à l'Algérie, face aux Algériens il y a quelques jours, et que de l'autre côté, on attend toujours. Vous savez, malheureusement, l'équipe égyptienne est un peu dans la même situation que l'équipe guinéenne. C'est-à-dire qu'il y a cette Salah dépendance où quand il est en dessin, quand il est hors d'un match, c'est pratiquement toute l'équipe qui est hors du match également. On espère qu'à partir de demain, à partir de cette étape des huitièmes de finale, le bloc va monter, le collectif va prendre le dessus sur les individualités, même si on sait qu'en cas de difficulté dans un match, notamment des matchs à élimination directe, le génie, un joueur peut sortir du lot et qualifier l'équipe. Autant que notre réalisateur essaye de nous mettre sur orbite les images en exclusivité que vous verrez sur Canal 2, peut-être le coach voulait ajouter un mot sur cette rencontre. Oui, je voulais juste dire que la Côte d'Ivoire a un problème psychologique, mental. Une équipe également qui est faite de constellations de stars, mais qui parfois est passée à côté. Vous souvenez-vous de la génération dorée que le Cameroun est parti battre 3-2 à Abidjan, un match où il suffisait juste de gagner et puis il passait. C'est pour dire que les individualités ivoiriennes se devront d'être fortes mentalement et éviter que l'Égypte marque un but. Pourquoi? L'Égypte est la seule équipe du Maghreb qui est capable de gagner, d'aller remporter un trophée en Afrique subsaharienne. Et c'est la seule équipe qui a 7 trophées et qui a lié en 2006, 2008, 2010, donc 2 fois en Angola, 1 fois donc c'était du côté du Ghana. Donc cette équipe égyptienne, si elle réussit à passer, elle risque d'être redoutable et venir faire un sale tour à des équipes qui, comme tout à l'heure, il est tenté d'expliquer que l'équipe du Sénégal, par exemple, est, en termes de valeur marchande, est la plus cotée. L'équipe égyptienne est un collectif. Donc si ce collectif, malgré le fait que c'est vrai, ils attendent les espoirs de Salah, mais elle a démontré quand même pendant quelques matchs, certaines séquences de matchs, qu'elle est capable de garder le ballon et capable justement de faire mal et de chercher ce Salah, comme le jour où ils étaient en difficulté, où Salah marquait un but essentiel qui leur a permis de remporter la victoire. Donc attention à cette équipe égyptienne, dont le collectif et le mental n'est plus à démontrer. Donc ce sera un match très serré. Ce sera aux Ivoiriens de se surpasser comme ils l'ont fait face aux Algériens. Je vous amène là maintenant voir ces images qui nous viennent au dispensaire de Messassi, près du stade de Lembe, qui a donc accueilli les premières victimes de la bousculade survenue avant le match de ce soir. Pour le moment, le bilan fait état de 5 morts et
des dizaines de blessés graves pour le moment. Nos équipes se sont donc déployées sur le terrain du côté du dispensaire de Messassi, non loin du stade de Lembe. Est-ce que nous allons peut-être revenir beaucoup plus en profondeur dans nos prochaines éditions d'informations, vous apporter plus de précisions avec ce tragique événement qui a donc coûté la mort à 5 Camerounais, plusieurs blessés. Madame, monsieur, il me reste à dire au revoir à nos consultants. Merci Coris, bonne soirée. Bonne soirée Bobby, c'est tout un plaisir. Merci coach François Goumou. Oui, merci. Nous pouvons partir de cette émission.